Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on boit beaucoup trop de café et on vous parle de crime. Je suis votre animatrice Audrey et je suis aujourd'hui avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour! Comment ça va? Ça va pas pire? Oui, alors aujourd'hui tu vas avoir un cas, si je me trompe pas, particulièrement corsé pour nous. Un cas absolument terrible, ça va aller mal très bientôt. Ok, donc juste un petit avertissement pour nos auditoristes parce Oui. qu'on vous aime et on veut que vous preniez soin de vous et le concept autour d'un peu de crime dans ton café, c'est quand même assez convivial, donc on veut que vous preniez un café avec nous, qu'on se repose et qu'on jase et qu'on a du fun. On vous avertit, aujourd'hui c'est un épisode qu'on va qualifier de corsé, qui va être peut-être un peu plus intense que les autres, donc si les choses un peu trop gore, ça vous parle pas, on vous invite à peut-être skipper cet épisode et passer à un autre, on vous revoit la semaine prochaine, c'est vraiment pas grave, on vous aime quand même, et c'est vraiment important de prendre soin de vous. Sinon, nous, aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on boit? Je sais pas. On boit du café. Ah, excuse-moi. Mais aujourd'hui, on boit de chez Le Brûloir. On boit leur mélange rustique qui est décrit comme étant Big Body Gently Spicy. C'est mon genre d'homme. Jason Momoa. Ça me fait penser à Javier Bardem, puis j'aime ça, donc on va boire ça. On va essayer de pas trop faire de bruit de bouche. Ah oui. Oui, dans nos micros. Les notes, c'est vraiment excellent. On vous le rappelle, le café, c'est nous-mêmes, on se le procure par nous-mêmes, on n'est pas commandité par le brûloir, on aime juste ça, boire du café. Par contre, si vous aimeriez commanditer un peu de crime dans ton café, si vous aimeriez qu'on boive votre café en ondes et qu'on en fasse la promotion, n'hésitez pas à nous écrire unpeudecrime@gmail.com. Catherine et moi, notre régime se compose à 50% de café et à 50% de petits chocolats aux fruits. Oui. Brookside. Oui. Gênez-vous pas pour nous écrire, ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de vous encourager si vous faites du bon café et que vous êtes dans la région de Montréal. Même si vous en faites du mauvais aussi, on est très... Même si vous en faites du mauvais, on n'est pas si chialeuse que ça, surtout le matin, on aime juste ça boire du café. C'est la démocratisation du café. Alors, Catherine, je te laisse débuter. C'est quoi le cas aujourd'hui pendant que je sipe mon café, mais pas trop fort pour pas vous taper ses nerfs? Alors, aujourd'hui, je vous déprime avec l'histoire déprimante de William Fife, possiblement le tueur canadien le plus prolifique de l'histoire du Canada. Donc, aujourd'hui, c'est notre premier tueur en série. C'est absolument terrible comme Ça histoire. paraît que c'est pas un podcast américain. Ce n'est pas un podcast américain et j'ai fait de la recherche sur William Fife. C'est ça, William Fife était un Ontarien qui a commis des crimes au Canada. On pense que la plupart de ces crimes ont été commis au Québec, mais il y a sûrement beaucoup de crimes qui sont insoupçonnés et qui auraient pu se dérouler dans d'autres provinces. C'est une histoire de tueur en série et il y a une grosse partie de ça qui se passe dans le West Island. Et moi, mon copain vient du West Island. Et il m'a déjà parlé de William Fife souvent, puis il disait « Faut que t'en parles dans ton podcast, t'en parleras dans ton podcast. » Mais là, quand j'ai commencé à faire de la recherche, c'était super déprimant, d'où le fait qu'on a fait un petit disclaimer. Notre disclaimer concerne surtout les violences sexuelles. Il faut qu'on le dise d'avance. Et finalement, je me suis dit que même si c'est très déprimant, ça valait la peine qu'on vous en parle un peu, puisqu'après tout, on vous parle de crimes. Alors, si vous aimez les histoires de crimes, attachez votre ceinture. On va commencer direct maintenant. On va mettre du crime dans votre café. Alors oui, exactement. La plupart des choses que je vais vous raconter aujourd'hui proviennent d'une publication de blog de quelqu'un qui s'appelle Christophe Dugave, que je ne connais pas du tout. Son blog, il s'appelle... On le salue! Son blog s'appelle Transcanadienne et l'article s'intitule Chapitre 8, William Fife, le tueur à tout faire. William Fife était aussi surnommé le Handyman Killer, d'où le titre de l'article de blog. C'est une publication de blog qui était excessivement complète et très intéressante et très bien écrite. Si ça vous intéresse, allez voir le blog Transcanadienne de Christophe Dugave. Il y a beaucoup d'autres articles sur beaucoup d'autres tueurs en série. Donc si les histoires de crimes vous intéressent, ça pourrait être pour vous. Parfait, donc on va le linker dans nos posts de médias sociaux si vous voulez faire la lecture par vous-même ou faire même des recherches sur d'autres personnalités. Mais encore une fois, prenez soin de vous. Si vous ne voulez pas être en contact avec des informations trop intenses, on ne vous y force pas. On vous dit seulement que ces informations-là sont disponibles. Fermez votre radio maintenant, là.
OK. Maintenant. Alors, je vais mettre un petit peu de crème dans votre café. Nous commençons dans la banlieue cossue de la Bidderfay. Bidderfay, c'est dans le West Island. C'est à côté de... Je sais! C'est à côté de Sainte-Anne-de-Bellevue et Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Alors, le 15 décembre 1999, vers 10h le matin, le service d'urgence du SPCUM, le service de police du centre urbain de Montréal, est appelé au domicile de Mary Glenn, dans la banlieue cossue de Bidderfay, dans l'ouest de l'île. Mary Glenn est domiciliée au 20122 20122 Lakeshore Road, Bidderfay, dans une maison absolument débilement gigantesque située direct sur le bord de l'eau. C'est la maison... Dans West Island, oui, bien sûr. C'est la maison où habite aujourd'hui la famille d'un ami de mon copain. D'où le fait que mon copain m'a dit qu'il fallait que je fasse un article sur William Fife. Apparemment, ils ont réussi à acheter cette maison-là qui vaut une couple de millions à un prix qui était beaucoup en dessous de l'offre du marché, parce que justement, c'est l'endroit où on a déjà trouvé un cadavre. J'avoue que ça fait un petit peu d'évaluer ta maison, ce genre d'affaires-là, et je pense que personnellement, j'irais pas vivre dans une maison où est-ce qu'il s'est passé des affaires de même, j'aurais de la misère à dormir. Je comprends, absolument. Alors, Mary Glenn est âgée de 50 ou 53 ans, dépendamment des sources. Il y a personne qui s'entend. Ça fait pas très longtemps, mais les âges des victimes étaient bien flous dans les articles de journaux. C'est une amie et voisine qui passait chaque jour chez Mary Glenn pour l'aider avec des jobs de comptabilité, qui s'est inquiétée quand Mary n'a pas répondu à la porte et qui a contacté la police. Mary Glenn est retrouvée morte à l'intérieur de son domicile. Elle a été sauvagement battue et poignardée. Son cadavre est découvert dans la cuisine, au milieu d'une immense flaque de sang, où on peut encore discerner des traces de semelles de chaussures. En plus de ces empreintes-là, un expert en imprimerie judiciaire, du nom de Jean-Paul Meunier, prélève aussi 4 empreintes digitales et une empreinte palmaire sur le montant de la porte de la cuisine. Oh non, il y avait des palmes! Il y avait des palmes! Puis aussi quelques traces de sang au 2e étage du domicile. Ça indique à la police que le tueur a probablement fouillé la maison après avoir commis le meurtre. Possiblement à la recherche d'argent ou de bijoux, des choses comme ça. Ou de lingerie maudit cochon. Ou de lingerie maudit cochon. Les empreintes palmaires et digitales sont entrées drettes dans le système AFIS, Automated Fingerprint Identification System, et elles sont comparées avec toutes les autres empreintes dans la base de données. Parmi les centaines ou milliers de candidats dont les empreintes sont chiffrées dans la base de données, un seul présentait les 15 points de similitude qui sont nécessaires pour faire une identification concluante. Cet homme, c'est William Patrick Fife. La découverte de ce nouveau suspect donne un regain d'énergie et d'optimisme aux policiers du SPCUM, en particulier au sergent-détective Yves Beaulieu, qui est le protagoniste du jour. Voyez-vous, le meurtre de Mary Glenn comporte pas mal de similitudes avec une série d'attaques et de meurtres violents qui ont été commis dans les 3 derniers mois à Montréal. Si William Fife est bel et bien responsable de la mort de Mary Glenn, Yves Beaulieu va peut-être aussi pouvoir élucider ce qui est arrivé à Anna Stagg-Arnold, Janet Kuczynski, Monique Gaudreau et Teresa Lissac-Shanahan. Là, on fait un retour dans le temps. Zoup! On est maintenant le 15 octobre 1999, un petit peu avant 22h. Donc on est un mois et demi avant l'attaque. Oh non, en fait, on est 2 mois pile. C'est le 15 décembre 99 qui est arrivé l'attaque contre Mary Glenn. Là, on est rendu 15 octobre. C'était pas longtemps. Oui, 99! Je sais pas pourquoi dans ma tête, j'étais dans les années 80. Pardon. Non, c'est récent. Oh my god. 2 mois auparavant. Oui. Pourquoi ça me dit rien? Je sais pas. Moi non plus, ça me disait rien. Les nouvelles nous cachent de quoi? Donc, on est maintenant le 15 octobre 1999, un peu avant 22h. Les services d'urgence du SPCUM sont appelés sur la scène d'un meurtre particulièrement sanglant et dégueulasse. Anna Yarnold, 59 ans, une femme d'origine anglophone bien connue dans sa communauté, vient d'être retrouvée morte dans son jardin, en arrière de sa maison à Senneville. Elle a été découverte par son mari, Robert, qui est interrogé par la police, because that's what you do, quand tu trouves un cadavre, mais souvent, le responsable de la mort va être quelqu'un dans l'entourage. Alors, bien sûr, les policiers ont interrogé le mari, mais il est rapidement mis de côté comme suspect potentiel parce qu'il a un alibi en béton. Je m'en rappelle pas trop c'est quoi, je pense pas que je l'ai noté, mais il a un alibi. Bon. Voilà. Tant mieux. Anna Yarnold, je l'ai dit, est bien connue dans sa communauté. Elle est passionnée de théâtre amateur. Ouais, je sais, c'était spécifié dans l'article. J'aurais pas été son amie. Elle est passionnée de théâtre amateur et on ne lui connaît pas d'ennemis parce que, franchement, on va se le dire, qui a des ennemis dans la vie, tu sais? Ben, c'est pas Anna Yarnold, en tout cas. Ben, elle fait du théâtre amateur, là, c'est ça de même. Qu'il y a peut-être quelqu'un qui veut être péter 2 jambes pour avoir son rôle. Yeah!
Alors, rapidement, les policiers déterminent que le motif du meurtre de Anna Yarnold est le vol, puisque la carte bancaire d'Anna a été prise par son assassin. Oh non! La police commence à éplucher ses relevés bancaires et s'aperçoit que quelqu'un a essayé de retirer de l'argent avec sa carte, sans succès, à 18h55, dans un guichet automatique de BMO à Sainte-Anne-de-Bellevue. Sans succès, dis-je, parce que le NIP était erroné. Le seul problème avec le fait de voler une carte de crédit ou une carte de débit avant l'invention du PayPass, t'as besoin d'un NIP pour retirer de l'argent. Pas super. Fait que là, tu me rends stressée d'avoir une puce. Voilà! Fait que là, une seconde tentative a été faite, avec succès cette fois-ci, dans une succursale de la Banque nationale de Sainte-Anne. Sur les caméras de sécurité de la banque, on voit un homme nondescript retirer 400$ d'abord, puis un autre 200$ for good measure. L'image est floue parce que les caméras sont vieilles et on voit quasiment rien, mais on voit que le voleur a une petite barbe. Oh! Robert Yarnold, le mari de la décédée, est rasé de près. Alors, on peut l'écarter. Fait qu'en plus de son alibi, c'est ça, en plus de son alibi que j'ai oublié, bon, il ne peut pas être le voleur de la carte bancaire. Mon beau manteau chaud, mon beau menton chaud. J'ai de l'air d'un dauphin à Marineland. Alors, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'Anna Yarnold a été tuée entre 16h, l'heure à laquelle elle a jasé au téléphone avec son mari pour la dernière fois, et 18h50, l'heure à laquelle l'assassin a essayé de retirer de l'argent à BMO. Elle a été tuée dans sa cour avec un objet contondant et que le motif du crime est un vol. La nature des blessures subies par Anna Yarnold, évaluées pendant l'autopsie, pousse les enquêteurs à croire que celle-ci a été torturée pour livrer son NIP, que le tueur n'a pas été capable de rentrer correctement dans les premiers guichets. Ben voyons donc, on dit crapet, il y a 9 chiffres. Je sais. Puis dans ce temps-là, t'avais probablement juste un NIP à 4 chiffres, anyway, là. C'est 1999. Ben oui. Bon. Il n'y a pas la technologie pour ce chiffre. Fait que là, ici, justement, on ne fait absolument pas de victim shaming à un peu de crime dans ton café, mais je pense qu'on peut faire du criminal shaming et dire que tant qu'à y être, le tueur aurait pu se forcer pour pitonner le NIP comme du monde la première fois. Exactement, c'est comme quand tu fais un faux numéro, là. T'as pas besoin d'un bac en gymnastique, là. Non, c'est ça. Fait que là, maudit William Fife. Bon. On sait pas encore que c'est lui, mais voilà. On s'en doute un peu. Là, les médias commencent à capoter un peu parce qu'en juillet 1999, donc une couple de mois auparavant, une autre femme, Janet Kuczynski, 43 ans, a été tuée de manière pas mal atroce et similaire sur une piste cyclable à Pierrefonds. Les deux cas n'ont pas grand-chose en commun à première vue, à part le fait que les deux victimes étaient des femmes qui étaient approximativement du même âge et qui étaient impliquées dans leur communauté. En revanche, le meurtre de Janet Kuczynski avait une connotation sexuelle, alors que celui d'Anna Yarnold semblait être purement motivé par le cash. Dans les deux cas, les femmes sont mortes poignardées. Donc ça, c'est le point commun entre les deux, qui pousse les enquêteurs à penser que les deux cas sont peut-être reliés. 2 semaines après le décès d'Anna Yarnold, une autre femme est retrouvée morte dans des circonstances sinistres et semblables. Monique Gaudreau, tu fais une face comme, t'es-tu correct? Je suis comme, pauvre madame! C'est terrible, mais on en a encore une couple qui vont mourir. J'ai déjà peur des pistes cyclables parce que, je veux dire, déjà récemment, il y a plein de femmes qui se sont fait assassiner sur des pistes cyclables. Puis je me pose tellement de questions parce qu'une piste cyclable, c'est tellement un endroit passant que l'histoire de la femme qui s'est fait frapper à un grand coup de bâton pendant qu'elle faisait son jogging. Puis j'ai déjà peur des pistes cyclables. Puis en plus, être poignardée pour moi, c'est horrible. J'ai vraiment peur des couteaux. C'est vraiment terrible, mais je sais pas si tu vas avoir plus ou moins peur. Janet Kuczynski, c'est la seule qui est morte sur une piste cyclable. Les autres, c'était plutôt des invasions à domicile. Ça, c'est le truc qui, moi, me fait peur. Oui, parce qu'on en a déjà vécu. C'est ça. Fait que moi, c'est les invasions à domicile qui me trigger beaucoup. Puis là, il y en a dans cette histoire-là. C'est parfait pour que je la raconte. Oui, fait que nous-mêmes, on dormira pas à soir. Ouf. Donc, 2 semaines après le décès d'Anna Yarnold, une autre femme est trouvée morte dans des circonstances sinistres et semblables. Monique Gaudreau, 45 ou 46 ans, une employée du centre hospitalier Laurentien qui vit à Sainte-Agathe-des-Monts. Elle est retrouvée morte dans sa chambre. Elle était nue et ensanglantée. On aurait dit que ce crime-là est un amalgame des deux autres. Il y avait eu une agression sexuelle, mais aussi du poignardage. Donc c'est un mix de Janet Kuczynski puis Anna Yarnold. Bon, c'est là qu'arrive la SQ! La Sûreté du Québec et le service de police du centre urbain de Montréal. J'ai tellement de difficultés à dire ça. Non, moi aussi, puis je te regarde puis j'essaie de te le mentir. Alors, on va dire les abréviations. Donc, la SQ et le SPUCUM, dans ce cas-là, sont vraiment des best frenemies qui sont forcés de collaborer sans arrêt, mais qui n'apprécient pas les méthodes de l'autre.
Puisque le meurtre n'est pas Méthode peu commis... conventionnelle. C'est une méthode peu conventionnelle du sergent détective Yves Beaulieu. Ça va Oh, revenir he plus tard. doesn't play by the rules. No, he doesn't. Alors, puisque le meurtre ici n'est pas commis à Montréal, mais bien à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, c'est l'unité des crimes contre la personne de la SQ qui supervise la préservation de la scène. Et là, petite parenthèse, dans ma source, ça dit, et je cite, « Le hasard voulut qu'un enquêteur de l'unité des crimes contre la personne de la SQ ait été présent à Sainte-Agathe, et qu'il ait supervisé la préservation de la scène de crime. Les techniciens de l'identité criminelle purent ainsi collecter de nombreux indices, sans crainte d'une pollution externe. » Et on dirait un peu qu'il sous-entend que les agents du SPCEM sont pas capables de préserver l'intégrité d'une scène de crime. Qu'ils ont les mains pleines de fausses et que c'est une gang de twists. Et qu'ils laissent n'importe qui rentrer sur leur scène de crime et mettre Comme de la dans un contamination. moulin. Comme dans un moulin. Ah oui, il vient de servir. Alors, on dirait que ce cher Christophe qui a écrit cet article de blog, eh bien, il avait l'air d'avoir un parti pris pour la SQ, et moi, j'ai envie d'avoir un parti pris pour le Specum. Oui, on va avoir un parti pris pour les underdogs. Yeah! Et pour Yves. En tout cas, la SQ trouve sur la scène de crime une trace de soulier qui n'appartient pas à Monique Gaudreau. La SQ a aussi trouvé du sang sur le balcon, et les enquêteurs attribuaient le sang à l'assassin plutôt qu'à la victime. Dans tous les cas, le meurtre avait été d'une rare sauvagerie, et Monique Gaudreau n'avait pas été volée. Elle avait été, par contre, torturée à l'arme blanche et tuée à coups de couteau, un peu comme Anna Yarnold. Pas de bol, en revanche, les enquêteurs n'arrivent pas à localiser la paire de running shoes manquantes, ou à identifier le potentiel assassin à l'aide de son profil sanguin. Mais ils ont du sang qui appartient à l'assassin. Ça peut être utile dans le futur, on verra bien. Foreshadowing. Check ça, j'ai un sac de sang ici, tu le veux-tu? Tu le veux-tu? Est-ce qu'on peut l'analyser? Peut-on trouver à qui il appartient? Merci pour ce sac de sang. Quelques mois plus tard, c'est pas quelques mois plus tard, pantoute, tout ça se passe comme en un mois, là. On est rendu le 19 novembre 1999, donc quelques semaines plus tard, le 19 novembre 1999, Enrique Soderbergh, le patron d'une compagnie qui fait du linge de femme, s'inquiète parce que son employé, Teresa Lishak Shanahan, je suis pas bonne pour prononcer les noms, je suis vraiment désolée, L-I-S-Z-A-K. Lishak? Je pense. Je pense que oui, je m'excuse vraiment si c'est pas comme ça que ça se prononce, ça sonne comme un nom polonais. Vous pouvez nous corriger, c'est vraiment pas parce qu'on care pas. Non. On le sait pas, puis on vous jure, on fait de notre mieux. Oui, alors on va l'appeler Teresa Shanahan, parce que c'est comme ça, on se comprend bon pas. C'est ça. Teresa Shanahan n'est pas rentrée au travail, alors son patron, Enrique Soderbergh, la cherche. On est vendredi, il se dit qu'elle était partie en long week-end, alors il ne s'en formalise pas et il attend au lundi suivant avant d'essayer de contacter Madame Shanahan. Alors le lundi matin, tout pimpant, il arrive à l'appartement de Teresa avec un ami. Le concierge leur ouvre la porte et l'odeur de putréfaction mortelle de cadavre... Ciboire. Ok. Mortel de cadavre. Ok, parfait. Un cadavre mortel. Le concierge leur ouvre la porte et l'odeur de putréfaction est indéniable. Il trouve Teresa morte dans sa chambre. Elle est allongée sur le dos et recouverte d'une couverture. Elle a été poignardée à de nombreuses reprises, 55 fois en fait, et elle a été étranglée. Elle n'a pas été agressée sexuellement, mais 2 cartes de débit lui ont été volées. Une fois encore, les relevés bancaires permettent de déterminer l'heure approximative à laquelle elle est morte, un peu comme pour Anna Yarnold. Le 19 novembre, soit le vendredi précédent, à 9h45 le matin, quelqu'un de random a essayé de prélever 400$ sur son compte à un guichet de la Banque Scotia à Laval. L'opération a été refusée, encore une histoire de nip erronée. Moins de 2 minutes plus tard, la même personne random a néanmoins réussi à faire 2 retraits de 500$ chaque à BMO. Les enquêteurs ont donc compris que Teresa Shanahan a été assassinée vers 9h le matin, le vendredi 19 novembre 1999. Plusieurs autres témoignages sont venus confirmer cette hypothèse. La nouvelle du meurtre se répand très rapidement et plusieurs personnes viennent voir la police dans les jours suivants pour leur apprendre des informations inquiétantes. Par exemple, une femme de 40 ans qui habite dans le même immeuble que Teresa Shanahan leur dit que, le jour du meurtre, un homme avec un casque de col bleu est venu cogner à sa porte et lui a demandé si elle avait de la misère avec son eau chaude. La femme a demandé à son chum d'aller vérifier, et puisque tout était correct, avec l'eau chaude, l'ouvrier est reparti. Il est revenu plusieurs heures plus tard, par contre, avec un autre prétexte de réparation, et quand il a constaté que la femme n'était toujours pas seule et que son conjoint était encore dans l'appartement, il est reparti en s'excusant et en se disant qu'il s'est trompé de porte. Or, la porte de l'appartement de la dame était la seule porte bleue à l'étage. Et en tant que travailleuse autonome qui passe beaucoup de temps toute seule à la maison, je vais maintenant tout barrer pour toujours. C'est assez inquiétant. La dame a alors prévenu le concierge parce que le individu avait l'air bien louche. Je veux dire, au-delà de l'histoire des portes.
Il portait un casque de construction, oui, mais il ne portait pas de vêtements de construction ou de plomberie, et il n'avait pas d'outils. Il portait pas de vêtements, pis j'étais comme intéressant kid. Non, il portait juste des vêtements très normaux, pas du tout comme un gars de la construction, et surtout pas comme un plombier. Et en plus, il avait pas d'outils avec lui. Fait que c'était pas un super bon cover story, mettons. La madame y a pas cru pour 200. Il aurait même pas passé un concours d'Halloween, comment? Et 2 autres témoins sont aussi allés voir le concierge ce jour-là pour l'avertir qu'un individu louche et bégayant, yes, bégayant, rôdait dans l'immeuble. Le valeureux concierge est allé faire une ronde de surveillance, mais n'a rien vu. De toute façon, tous ces témoignages permettent aux policiers de reconstituer ce qui devait être arrivé à Theresa Shanahan. Un homme s'est introduit chez elle en se faisant passer pour un concierge ou un plombier et il l'avait torturé pour avoir son nip. J'avais dit que c'était horrible, c'est quand même horrible! Pour retirer 500$? Ouais. Voyons donc! Ouais. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Fait que là, on arrive à la fin des meurtres. Inquiète-toi pas. OK. Yeah. Les policiers qui sont sur la scène de crime du meurtre de Mary Glenn font tout de suite le lien avec tous ces autres cas-là. Le lien s'est pas sûrement fait aussi rapidement que je viens de le faire pour vous, mais quand même. Après tout, même si toutes les attaques étaient un peu différentes, elles comportaient beaucoup de points communs. Les victimes étaient dans la même tranche d'âge, soit de 40 à 60 ans. La plupart avaient été volées, les autres agressées sexuellement. Toutes étaient mortes, torturées et tuées avec un objet contondant, souvent un couteau. Et là, si on se rappelle bien, grâce au travail exemplaire du SPCUM, je ne suis pas comme la personne qui a écrit l'article dont je m'inspire, moi je supporte les enquêteurs du SPCUM, et je suis certaine qu'ils ont fait un boulot exemplaire. Bon job, bon job. Bon job les boys. Bon job les boys, good job mon chum. Grâce au travail du SPCUM et du brave Jean-Paul Meunier, celui qui travaillait à l'identification judiciaire, de l'imprimerie judiciaire, pardon, la police a maintenant un suspect pour tous ces crimes, un dénommé William Patrick Fife, dont les empreintes digitales ont été trouvées sur la scène de crime de Mary Glenn, on s'en rappelle. À partir du 17 décembre 1999, soit 2 jours après le meurtre de Mary Glenn, William Fife est officiellement mis sous filature policière et fait l'objet d'une filature constante. Oh, ça c'est quand du monde te suive déguisé. Yeah! Ils mettent tes costumes dans ton laveur pis te suivent. Pendant ce temps, la police contacte les anciennes blondes et conjointes de leurs suspects pour leur montrer les photos avec 2 pixels de caméra de sécurité des ATM. Sortais-tu avec ces 2 pixels-là? Reconnaissez-vous cet homme? Mais en plus, sur les photos, il porte un capuchon. C'est encore moins clair, c'est ça. Et malgré cela, les femmes, les anciennes conjointes, identifient toutes William Fife comme étant l'homme sur les photos. Tu sais, quand t'as une maudite face, là. T'as une maudite face, on s'en rappelle. Lorsque Fife quitte la province of Quebec pour retourner chez sa mère à Barrie, en Ontario, le SPCUM et la SQ doivent donner le relais à leurs collègues de l'OPP, la Ontarian Provincial Police. Hello! Fait que là, j'ai écrit que c'est un petit peu comme Bon Cop, Bad Cop, cette histoire. Parce que, dans ce cas-ci, on a les Good Cops de l'OPP qui travaillent avec les Bad Cops de Montréal et du Québec. Oh non! Ils ont été des mauvais cops! Et les Good Cops de l'OPP ont une chance pas mal incroyable au matin du 21 décembre. Ce matin-là, ils voient William Fife quitter la maison de sa mère à 9h10, il y a beaucoup d'heures précises dans cette histoire, et se rendre à Toronto. Fife va au bureau de l'assurance-emploi. Hey, c'est pas à côté, Barrie pis Toronto. Non, là. c'est loin quand même. C'est une couple d'heures. Ouais, parce que Barrie, c'est vraiment comme au début de l'Ontario. Toronto, c'est un bon 8 heures d'ici. Pis... Ouais. Non, c'est un bout quand même. C'est une trotte. Il me semble que j'avais checké que c'était 3 heures. Ouais. Parce que... C'est une grosse ride. Ouais, parce que pour nos auditoristes, j'ai une partie de ma famille qui vient de l'Ontario. De Kingston. Puis Kingston, c'est à peu près 3 heures d'ici. Puis Barrie, il me semble que c'est 5 heures. Puis Toronto, 8 heures. 8 heures, c'est ça. L'Ontario, c'est long. L'Ontario, c'est très très long. Alors, il part de Barrie pour aller en Ontario. À Toronto, excuse-moi, oui, il est déjà en Ontario. À Toronto, il va d'abord au bureau de l'assurance-emploi, puis ensuite au centre-ville pour acheter un journal, puis il rentre à Barrie. Il va au laundromat pour laver son linge, puis il se rend à la Trinity Anglican Church, qui est située au 24 Collier Street. J'ai checké, ça existe encore. Pour y domper du linge dans les bacs de dons. En fait, il y laisse 3 paires de chaussures de sport qui sont prestement récupérées par l'agent Richard Bell de la OPP. Une des paires a une semelle dont l'empreinte correspond point pour point à la trace ensanglantée trouvée chez Monique Gaudreau à Sainte-Agathe-des-Monts. Ha ha! Les Good Cops de l'Ontario ont déjà un mandat d'arrestation en raison des preuves d'imprimerie digitale. Et pas de niaisage. Pas de niaisage.
On s'en souvient, mais ils vont attendre jusqu'au lendemain pour agir. Et le 22 décembre, ils continuent la filature et voient Fife se rendre au Lakeman Bookstore de Toronto, dont je n'ai pas l'adresse parce que l'endroit ne semble plus exister, pour demander qu'on lui mette de côté un exemplaire de la Gazette et du Journal de Montréal du lendemain. Le Journal de Montréal se rend à Toronto. Et le Journal de Montréal du surlendemain. Oh, apparemment, oui. Je me rappelle pas d'avoir déjà vu le Journal de Montréal à Toronto. Les choses ont peut-être changé, Mais dans tous les cas, les enquêteurs... Je le cherche pas non plus, je le cherche même pas quand je suis à Montréal. Non, c'est ça. Mais dans tous les cas, les enquêteurs de l'OPP prennent ça comme un signe que Fife planifie une nouvelle attaque et décide d'agir. Sur l'autoroute 400, entre Toronto et Barrie, Fife fait un arrêt au Husky Truck... Fife fait un arrêt au... je suis bien comme ça à dire. C'est Husky Truck Shop. J'ai déjà été là. C'est même pas tant dur. Pour vrai? Je l'ai trouvé, non, c'est le... Husky Truck Stop. C'est le Husky SO de Bradford, puis j'ai l'adresse. Ouais. Ok. Je vais essayer de le dire comme faut. Sur l'autoroute 400, entre Toronto et Barrie, Fife fait un arrêt au Husky Truck Shop, qui est aujourd'hui le Husky SO de Bradford, situé au 1-3479, autoroute 88. Allez vous prendre en selfie là. Ah. Ils attendent que Fife sorte du restaurant et c'est alors que le sergent détective Yves Beaulieu du SPCUM, il est de retour, responsable de l'enquête, procède à l'arrestation. Bravo Yves. Mais qui est William Fife? Pourquoi ce qu'il a fait ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est la question que tout le monde se pose à ce stade-ci. Oui. C'est le temps de parler un peu de l'histoire d'un supposé tueur, William Fife. Là, je me suis posé des questions sur la déontologie et l'éthique journalistique, non pas que je sois journaliste. Je veux dire, ce qu'on essaie de faire, c'est pas de glorifier les tueurs en série. Alors, j'ai décidé de ne pas aller en détail dans la vie de William Fife. Bon. Vous le ferez vous-même, si vous voulez. Exactement. Tout ce qui est important de savoir, c'est que William Fife a toujours eu des relations problématiques, voire toxiques avec les femmes, et qu'il a, selon différentes sources, toujours été violent à l'égard des femmes qu'il a fréquentées dans sa vie. Aussi, paraîtrait qu'il était passionné de films ultra-violents et de snuff movies, ces films où des femmes sont réellement violées ou agressées devant la caméra. On peut pas faire de lien, bien sûr, entre le vécu de Fife et ses crimes, mais j'ai l'impression qu'on a un pas mal gros cas de ceci explique cela. Sinon, le seul détail intéressant de son enfance, c'est que Fife a grandi à Montréal et il a fait son primaire dans une école où j'ai déjà fait de la suppléance! Oh non! C'est l'école Barclay dans Parc Extension, ça existe encore! Oh! C'est tout, de retour à l'histoire. Attention, vous avez des maniaques chez vous. Alors, Fife vient de se faire arrêter en sortant du Husky Truck Shop par les policiers de l'OPP, mais aussi les sympathiques cops du SPCUM, comme le sergent détective Yves Beaulieu. Après l'avoir arrêté, la police va fouiller le domicile de Verna Middleton, la mère de William Fife. Dans ma source, ça disait que c'était une bâtisse plus ou moins salubre envahie par les chiens et chats. Wesh. En tout cas, la police fouille la chambre de Fife et découvre des preuves incriminantes, 3 bagues supposément prises aux victimes et une dent appartenant à Fife, dont la police peut prélever de l'ADN sans avoir de mandat. Loophole! Pardon! Ils ont trouvé une dent! Une dent! Ah, c'est assez incroyable, hein? Serrez vos dents comme il faut, tout le monde, hein. Vous savez jamais. Oui, on sait jamais ce que la police peut faire avec ça, comme élucider des crimes. Il y avait une dent qui traînait. C'est ça que ça veut dire? Oui, puis c'était la dent de William Fife. J'imagine que les policiers l'ont saisi en se disant, mais ça doit être une dent qui appartient à une des victimes, on va pouvoir le lier à... Non, c'était sa propre dent! Puis il pouvait prendre son ADN là-dedans. Toutes les options sont weird. De plus, la police saisit tous les vêtements de William Fife. Et, malgré plusieurs lavages, certains morceaux comportent toujours d'infimes traces de sang. On dirait qu'on est direct dans un épisode de CSI. La police trouve aussi 3 autres paires de souliers. On se rappelle que Fife a laissé 3 paires de souliers la veille à l'église, qui ramassait les choses pour les moins bien nantis. Bref, il en avait en s'il vous plaît des baskets, le petit Fife. Oh, il collectionne les baskets. Il collectionnait les baskets et les paires de souliers trouvées dans sa chambre comportent aussi des traces de sang. Tous ces indices permettent à la police médico-légale de lier formellement les ADN et de prouver que William Fife a tué, sans aucun doute possible, Anna Yarnold et Monique Gaudreau. Il trouve aussi de l'ADN dans une des bagues et arrive à l'identifier comme appartenant à Teresa Shanahan. On se rappelle qu'on a déjà trouvé l'empreinte palmaire de Fife chez Mary Glenn, donc il reste juste à prouver qu'il a tué Janet Kuczynski, la joggeuse de Pierrefonds, et on va avoir fait un 5 en 5! Wham bam, thank you ma'am! Yeah yeah! Yeah yeah! C'est là qu'on part en tangente pour vous conter un autre cas. C'est vrai, j'avais dit que ça finit les cas, mais en rajoutant. C'est correct.
Imaginez-vous donc que, en plus de toutes ces victimes connues, une autre pourrait se confirmer grâce à tout l'ADN recueilli dans la chambre de William Fife. Tu sais, quand tu mets ton ADN partout. Tu mets ton ADN partout pis tes vieilles dents qui traînent. Prends ta douche, va voir un médecin, fais quelque chose, ta vie, elle va pas bien. Fais quelque chose. En 1981, donc 18 ans auparavant, une dame du charmant nom de Hazel Scatolin, qui avait 52 ou 53 ans, a été retrouvée morte dans son appartement situé au 25 rue Glengarry. Je crois bien que c'est à Montréal. Elle a été retrouvée par son fils Alan, qui était un ami de baseball de William Fife. Ils étaient dans la même équipe de baseball. Quand Alan Scatolin a lu l'histoire de Mary Glenn dans le journal, un peu avant Noël 1999, il s'est mis à repenser au meurtre de sa mère et il a contacté la police pour avoir plus d'informations. Eh bien, à l'époque, on avait pris des plaques avec des preuves médico-légales, comme de l'ADN, mais les prélèvements ne correspondaient à aucun profil présent dans le système. Avec le meurtre de Mary Glenn, de nouveaux prélèvements sont saisis chez la mère de William Fife et analysés en comparaison avec les prélèvements de la scène de crime de Hazel Scatolin, et la police arrive enfin à donner des explications à Alan quant au meurtre de sa mère et à prouver hors de tout doute que William Fife a commencé sa carrière de crime aussitôt que 1981. 18 ans auparavant. Ouais. Ce qui lui donne quel âge? Très jeune à ce moment-là. Oh. Ouais, parce qu'en 99, il avait à peu près 40 ans. Fait qu'il était début vingtaine. Wow, ok. Ouais. C'est inquiétant, ça. On se rappelle que les meurtres dont on vient de parler se déroulent en 99. Donc, est-ce qu'il y aurait pu avoir une sorte de période de latence entre 81 et 99? Ou est-ce que William Fife a commis plusieurs autres crimes qui sont encore insoupçonnés? La réponse... après cette pause. Non, c'est une joke, il n'y a pas de pause. On continue! Fallait bien éviter des blagues une fois de temps en temps. C'est vraiment... qu'on vous laisse respirer des fois, puis... C'est vraiment pas léger comme histoire, là. Non, depuis tantôt, je te fais juste des faces. Oui, je sais, c'est pour ça que je te demandais si t'étais correct. Je me sens moins ricaneuse. La prochaine section de l'histoire, je l'ai intitulée « Toute la vérité avec Éric Bruno ». Juste pour te faire rire. On entre dans le procès de William Fife. Éric Bruno en robe. Alors, William Fife est maintenant en prison. Bye! Yay! Il y a un petit peu de misère à s'entendre avec son avocat, alors il change d'avocat à 2 reprises avant de finalement se mettre d'accord avec Maître Marc Labelle, qui est pas mal swell, parce que ça rime. Voilà. Et que Fife aime un petit peu trop au point de le harceler par téléphone. Oups. C'est un petit peu inquiétant. Avant d'avoir un procès, il faut faire une enquête préliminaire. OK? Une enquête préliminaire pour ceux et celles à la maison dont les connaissances judiciaires viennent exclusivement du téléroman Toute la vérité, comme moi. C'est une enquête montée par des procureurs et présentée à un juge qui va déterminer si, oui ou non, il y a assez de preuves pour aller de l'avant avec un procès devant jury. Voilà, je fais votre éducation. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui ont regardé Toute la vérité? C'est une actuelle question que je me pose, c'est juste aussi C'est une très bonne question, j'en ai aucune idée, mais... Toi, et ta sœur, Roxane, qu'on salue. Oui, on salue Roxane. Donc, dans tous les cas, si j'ai mal expliqué ce qu'est une enquête préliminaire, écrivez-nous un peu de crime à gmail.com. Pour nous chicaner. Et je rectifierai la chose, je rectifierai le tir dans les prochains épisodes. Et on va devenir des meilleures enquêtrices. Yeah! Alors, on commence l'enquête préliminaire. Dans l'enquête préliminaire, c'est à la couronne de prouver qu'il y a assez de preuves pour accuser formellement William Fife, ce n'est pas à William Fife de se défendre. Puis le procureur de la couronne, Maître Jean Lecourt, a, attaché votre tuque avec de la broche, 78 pièces à conviction et une quinzaine de rapports d'analyse sanguin et d'imprimerie policière. Ben oui, le monsieur, il laisse traîner son ADN partout. Ça n'a pas d'allure, là. C'est beaucoup de preuves. Fait que... Ouais, c'est pas mal dans la poche. Ouais. Pour Jean Lecourt. Puis, la défense, avec ce cher Maître Labelle, a une poignée de témoins pour venir expliquer au juge à quel point William Fife était une bonne personne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été floués et qui étaient complètement sous le choc quand ils ont appris l'arrestation. Pour vrai. Pour vrai. Écoute, j'ai hâte de t'écouter, mon âme. Il y a des gens qui sont vraiment venus en cours pour dire à quel point William Fife était une bonne personne. Parce que, à leur connaissance, ben, c'était une bonne personne. C'est drôle, parce que, là, 10 minutes, tu m'as dit qu'il battait des femmes, mais écoute, hein. Oui, mais, apparemment, avec les hommes, il était plus sympathique que ça. Puis, il y a des gens qui sont allés pour faire des character testimonies puis expliquer que William Fife était une bonne personne. Il a manipulé bien les gens là-dedans. Check mon doigt que je rentre dans mon œil. C'est ça, là. Pis tu sais, mon petit commentaire là-dessus, c'est que, tu sais, en même temps, si t'es super évident pis creepy pis que tout le monde se méfie de toi, tu pourrais pas réalistement commettre des crimes aussi crapuleux pendant autant d'années sans que personne s'en rende compte. Exactement, parce que le boom flip it, il est pas très choquant. Non, c'est ça. Fait que je veux dire, les gens se seraient rendus compte plus tôt que ça, s'il avait été totalement terrible avec tout le monde. Fait qu'il était bien sûr un manipulateur, puis il y avait des gens qui étaient pas du tout au courant de cette double vie de William Fife.
Alors, William Fife a une poignée de témoins qui est venue témoigner de son caractère, des témoins qui témoignent. Ça n'a pas convaincu la brave juge coupable, qui est une femme. Je la file, là, madame. Yes! Et qui a été aisément convaincue de la pertinence de la preuve et a jugé qu'il y avait là ben en masse de stock pour 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, donc prémédité, contre William Fife. 5 chefs, ça veut dire Hazel Scatton en 81, Teresa Shanahan, Monique Gaudreau, Anna Arnold et Mary Glenn en 99. Malheureusement, il n'y a pas encore assez de preuves pour accuser Fife du meurtre de Janet Kukinski, la joggeuse tuée à Pierrefonds en 1999. Bon, là, le maître Labelle capote un peu. Parce qu'il y a bien des preuves contre son client. Pour essayer de donner le plus de chance à son client, il demande à tenir 5 procès différents pour les 5 chefs d'accusation. L'idée, c'est qu'il serait impossible de faire la mention des autres cas pendant chaque procès et que ça atténuerait l'idée que William Fife est un multirécidiviste. Des fois, les avocats de la défense, là, j'ai envie de leur sacrer des claquements dans la tête. Mais c'est leur travail en même temps. Ils font leur travail. Je sais, mais c'est un travail que je ne veux pas. Je sais à quoi ils servent. Oui. C'est très correct. J'ai regardé le film avec Matthew McConaughey qui sort pas de son auto. Oui. Mais quand même, je sais pas comment ces gens-là dorment la nuit. Je sais pas. Mais dans tous les cas, la juge coupable voit clair dans le jeu de Maître Labelle et refuse cette proposition-là. Haha, je vois tes You Know Reverse Cards. Je vois tes You Know Tiens ton Reverse jeu à Cards. l'envers. Alors, Maître Labelle fait une nouvelle proposition. Il suggère à la cour de plaider coupable pour meurtre au second degré, sans préméditation, comme si c'était des impulse killings. T'sais. Au Canada, paraît que le ou la juge a le droit de prononcer une sentence directe pendant l'enquête préliminaire si le suspect plaide coupable. Oh. Alors c'est ça l'idée, c'est d'éviter d'aller devant le jury et de forcer la juge à prononcer une sentence directement pendant l'enquête préliminaire. Maître Labelle dit que c'est pour éviter un procès coûteux aux familles des victimes, mais c'est en fait secrètement pour éviter une peine de prison à vie pour Fife. Ouais. Mais là, dit le maître Lecour, l'avocat de la couronne, on s'entend. Wow, j'ai dit wow! Lecour convainc la juge de refuser cette proposition de la part de Maître Labelle sous prétexte que, tu sais, la couronne a des preuves irréfutables. On s'en rappelle, il y avait 78 preuves et 15 analyses de profil d'ADN. Bien sûr. Donc, il y a des preuves irréfutables et indiscutables. Alors, la juge maintient les chefs d'accusation. Un seul procès va avoir lieu avec tous les chefs d'accusation traités en même temps. Puis, en attendant, Fife est envoyé à la prison de Rivière-des-Prairies. Wham, bam, thank you, ma'am, encore. Bye, on veut plus de voir. Alors, la prochaine portion s'appelle SPCUM plus SQ Forever. Spocum plus SQ, A Love Story. En prison, William Fife n'a pas de plaisir. Avertis-moi avant de faire Désolée. Mais oui, non, dans Orange is the New Black, ils font des affaires le fun. On peut commencer à s'amuser un peu parce qu'il est arrêté, tu sais, c'est terminé le killing spree, là. Bon. Donc il est derrière les barreaux! Il est derrière les barreaux et il n'a pas de fun pantoute. Les autres détenus ne sont pas ben fins avec lui. Je suis donc triste. Je sais, parce que apparemment, et je cite, les tueurs psychopathes sont mal perçus de l'ensemble des prisonniers. Je comprends, là? J'ai donc de la peine pour toi, mon gars. Je sais. En plus, Fife n'a pas de fun parce que c'est une prison franco et qu'il est un anglo. Et en plus, il n'a pas de fun parce qu'il est en isolement carcéral 23 heures sur 24. Fife essaie de s'enlever la vie à 2 reprises, mais ça ne marche pas. Too bad for you. Alors, il fait un accord avec le maître Labelle. Celui-ci peut proposer à la couronne un plaidoyer de culpabilité pour meurtre au premier degré, en l'échange d'un transfert dans une prison anglophone. Le maître Lecour, l'avocat de la couronne, est un vrai battant, et il refuse. Non! Tu vas souffrir en attendant ton procès, puis tu vas avoir un procès devant jury. Tu t'en sortiras pas comme ça. Souffre! Mais Fife fait une deuxième demande pour plaider coupable, qui, elle, est acceptée. Je sais pas trop pourquoi. La juge remet son verdict, prison à perpétuité. Forever! C'est quand même pas bien, prison à perpétuité. C'est quand même ça qu'on voulait. Oui. Oui, c'est ça. Je veux pas que tu sois dehors, Non, monsieur. T'es dangereux. Puis la prison à perpétuité, c'est pas comme aux États-Unis. Ici, la prison à perpétuité, c'est pas la prison à vie 25 ans, c'est vraiment jusqu'à la fin de ton existence à toi. Et tu as le droit de demander une libération conditionnelle, mais c'est toujours à la discrétion du système carcéral. Donc William Fife a fait des demandes de libération conditionnelle depuis qu'il a commencé sa peine de prison, mais ça a toujours été refusé parce que justement, il est un multirécidiviste et on sait qu'il y aurait des chances qu'il récidive de nouveau. C'est quand même assez bien fait, le système judiciaire au Canada. Oui. Merci, système judiciaire canadien, de nous protéger. C'est ça, c'est pas une affaire de 25 ans. Ta prison à vie, c'est 25 ans, fait que tu peux ressortir dans 15 ans. C'est pas ça ici. Là. Aux États-Unis, c'est un petit peu étrange comment ça fonctionne, mais ici, prison en perpétuité, c'est vraiment perpétuité. 25 ans, ça peut être une vie. Mais pour la plupart des gens, c'est pas une vie. Non. Non, c'est ça.
Maître Labelle, lui, ne lâche pas le morceau et réussit finalement à convaincre quelqu'un, je sais pas qui, de transférer Five dans une prison au Saskatchewan. Au Saskatchewan? Ah, au Saskatchewan. À la Saskatchewan! Alsama! On sait pas trop c'est quoi la préposition et le déterminant à employer dans ce cas-ci. Fait que, ah, la Saskatchewan! Je sais pas, mais Saskatchewan Saskatchewan m'a pris ma femme et ma vache me dit. Exactement! Mon cheval me parle. Oh non! Saskatchewan! Ouais. Oh. Pourquoi qu'il voulait aller en Saskatchewan? Parce que c'est un anglophone! Ouais, mais on parle en anglais à Montréal aussi, puis Toronto. Apparemment puis, pas à la prison Rivière-des-Prairies. Yukon. Ah non. Avant le départ de Five pour la prison de Saskatchewan, Ben là. le SPCUM tente un dernier switcheroo. Le sergent détective Yves Beaulieu du SPCUM, le même qui a appréhendé Five à Barrie et mené l'enquête depuis le meurtre de Mary Glann, peut-être même avant, va rendre visite à Five en prison en compagnie du détective Lino Maurizio de la SQ. Lino Maurizio. Alors ils font la petite routine de Good Cop, Bad Cop. Yes, avec Maurizio en Bad Cop. Joué par Joe Pesci. Joué par Joe Pesci, ou peut-être par Robert De Niro. Oh! Deux excellents choix. Dans tous les cas, ça déstabilise Fife, qui se rapproche de Yves Beaulieu, le Good Cop. Protège-moi de Joe Pesci avec son bat de baseball. Et là, on est dans l'aftermath du 11 septembre 2001. Ouh. L'avion de la Gendarmerie royale du Canada tarde à être dépêché pour transporter Fife en Saskatchewan. Et Beaulieu en profite pour être un real good cop et faire transférer Fife le plus souvent possible au centre d'enquête nord de Montréal, whatever that is. Là-bas, Fife dispose d'une cellule plus confortable. C'est là que tout vire en vrai bon cop, bad cop, mais le film. Maurizio, le gars de la SQ, n'est pas trop d'accord avec les mind games de Beaulieu et avec ses méthodes de travail qu'il juge peu orthodoxes. Ça va créer encore plus de tension entre les deux corps policiers dont la relation de base est déjà tendue. Parenthèse. Selon les recherches au musée de la police de Montréal... le musée de la police de Montréal! Toujours! On leur fait de la pub! Si vous voulez nous commanditer, ça nous ferait plaisir. Pour me renvoyer au musée de la police de Montréal. Tu pourrais devenir guide. Plus d'informations encore, exactement. Donc, selon mes recherches au musée de la police de Montréal, ce qu'on m'a dit quand j'ai visité ça, j'ai fait le tour avec un ancien policier, qui est un spécialiste de l'histoire du SPCUM et du SPCUM, mais de ce qui est aujourd'hui le service de police de Montréal, le SPM. C'est pas de même, ça s'appelle. Ça veut dire pas SPVM. SPVM. Il me semblait que le SPM, c'était pas ça pantoute. Non. En tout cas, c'est d'autres choses. En tout cas, quand j'ai visité le musée de la police de Montréal, on m'a expliqué qu'il y a des rivalités entre les différents corps policiers. Donc, les détectives aux homicides s'entendent pas nécessairement bien avec les gendarmes et les patrouilleurs. La police de Montréal s'entend pas bien avec la SQ. C'est tous des corps qui sont différents et qui rivalisent un peu. Ah ouais. Et les gendarmes, ça n'aime pas les enquêteurs, qui n'aiment pas la sûreté, qui n'aiment pas le RCMP, qui n'aiment pas la GRC. C'est ça. Fait que c'est tous des corps qui rivalisent ensemble, puis cette tension-là, est en train de monter dans ce cas-ci parce que, Maurizio voudrait être très 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 ferme avec Fife, mais Beaulieu essaie de l'amadouer. Les méthodes du sergent détective Beaulieu portent fruit, et lorsque Fife est menacé d'être renvoyé à Rivière-des-Prairies, parce que là, il est au centre d'enquête de Montréal-Nord, là, quand il est menacé d'être envoyé à Rivière-des-Prairies, il, whoopidou, se souvient soudainement beaucoup plus clairement de ses crimes. Et il est prêt à en jaser pour pouvoir rester plus longtemps au centre d'enquête Nord. Alors, Fife est questionné et avoue 2 meurtres de plus. Il a mis du crime dans son café. Il a mis beaucoup de crimes dans son café et il avoue 2 meurtres de plus à Beaulieu et 2 autres meurtres après une intervention musclée de Lino Maurizio et de la SQ qui fait vider sa cellule. Tu sais, ôter tous les meubles. Oui. Ouais, vraiment, c'est ça. Non, je pensais à une intervention musclée Joe Pesci avec un bat de baseball. Non, c'est ça. Fait que c'est le good cop et le bad cop. Fait que là, il a livré 4 meurtres de plus. Et là, Five commence à comprendre c'est qui gère et qu'il n'aura pas d'autre alternative que de tout avouer. Le premier crime qu'il avoue, c'est le meurtre d'une femme qui s'appelait Suzanne Marie Bernier, 62 ans, qui a été retrouvée agressée et égorgée dans son domicile le 17 octobre 1979. Donc 20 ans avant le meurtre de Mary Glann. Oh mon Dieu, il y avait il y avait 20 ans. Ouais. C'est assez terrible. Fife raconte le crime de manière très détachée et avec beaucoup de détails, sans pourtant ne jamais livrer de détails quant au sévice sexuel. C'est le seul truc sur lequel il reste toujours très très vague. Ouais. Il raconte qu'il a vu la pauvre Madame Bernier par la fenêtre pendant qu'il attendait l'autobus un jour où il était en permission d'un pénitencier. Il a eu envie de la tuer. Il décrit aux policiers en détail comment il est entré chez elle et comment il l'a assassinée. Un mois plus tard, il a tué Nicole Raymond,
une habitante de Pointe-Claire, encore une fois à coups de couteau. Elle avait aussi été agressée sexuellement. Ensuite, Fife dit n'avoir attaqué personne pendant une période de 8 ans, ce qui est un peu louche, on s'entend. Mais, en 1987, il a récidivé en tuant Louise Poupard-Blanc, qui vivait seule dans une maison des Laurentides à Sainte-Adèle. Le dernier meurtre qu'il avoue est celui de Pauline Laplante, qui habitait dans le même coin que Louise Poupard-Blanc, et à qui Fife avait dérobé sa carte de débit, un peu comme durant les crimes de 1999. En revanche, Fife nie avec véhémence toute implication dans le meurtre de la joggeuse Janet Kukinski à Pierrefonds en 1999. Encore là, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. La SQ prétend que si Beaulieu avait laissé Fife croupir dans sa cellule à Rivière-des-Prairies, il aurait probablement avoué d'autres meurtres. Mais on ne saura jamais vraiment, et moi j'ai l'impression que c'est la routine de good cop de Yves Beaulieu qui essayait de faire croire à Fife qu'il y aurait des privilèges s'il y avait plus de crimes. Je pense que ça a porté fruit. La SQ est pas vraiment d'accord. Ça n'empêche pas que la police a réussi à faire des liens dans sa tête et à lier Fife officieusement à d'autres crimes. Par exemple, la police s'aperçoit que 3 cas d'agression sexuelle ont aussi été rapportés pendant la période des premiers crimes de Fife, dans le coin de Sainte-Adèle. Mais Fife refuse d'admettre son implication à ces crimes-là parce que c'était des crimes sexuels. De plus, la police pense qu'il est fort probable que Fife soit, entre guillemets, le plombier du poste 25 comme il était connu alors, un violeur en série qui aurait fait une 50aine de victimes dans la région de Montréal entre 1984 et 1985. Oh Seigneur. Oui, je sais. Tout ça nous indique que Fife pourrait avoir commis beaucoup d'autres crimes qu'on n'arrivera jamais à lui faire avouer ou pour lesquels on n'aura jamais assez de preuves substantielles pour les épingler sur lui. Oh Seigneur. Pour les cas d'agression, la police a d'autres réserves par rapport à l'idée de rouvrir des dossiers. Primo, ils ont des réserves humaines, ça brasserait beaucoup de schnout qui ferait mal à beaucoup de gens. Par rapport à des meurtres qui ont été commis 17 ans auparavant, par rapport à 1999, là, ça fait encore plus longtemps. 2 yeux, ça coûterait très cher de rouvrir tous ces cas-là. Et 3 yeux, je parle très bien, hein. Oh, 3 yeux, italiano. 3 yeux italiano. Ok, ça ne pourrait pas alourdir sa peine présente parce qu'il est en prison à perpétuité et ça n'allégerait en rien la tristesse et le désarroi des victimes et des survivantes. Et de leurs familles, ou des familles des victimes décédées. Alors, la police n'ira pas de l'avant pour prouver l'implication de Fife dans plus de crimes, même si les circonstances sont très incriminantes. En rétrospective, Fife a avoué avoir tué 9 femmes, nous allons les nommer en ordre chronologique pour faire mémoire. Suzanne-Marie Bernier, 62 ans, décédée le 17 octobre 1979. Nicole Raymond, 26 ans, décédée le 14 novembre 1979. Hazel Scatolon, 52 ou 53 ans, décédée le 21 mars 81. Louise Poupard-Blanc, 35 ou 37 ans, décédée le 26 septembre 1987. Pauline Laplante, 44 ou 45 ans, décédée le 9 juin 89. Anna Stagg-Arnold, 59 ans, décédée le 15 octobre 99. Monique Gaudreau, 45 ou 46 ans, décédée le 29 octobre 99. Teresa Lishak Shanahan, 55 ans, décédée le 19 novembre 99. Et finalement Mary Glenn, 50 ou 53 ans, décédée le 15 décembre 1999. À ce jour, William Fife est toujours incarcéré au pénitencier de Saskatchewan, à Saskatoon. Il sera éligible pour libération conditionnelle en 2024 à l'âge de 71 ans. Par contre, puisqu'il a toujours refusé jusqu'à présent de passer une évaluation psychiatrique, il est fort probable que sa demande de libération conditionnelle sera refusée. Fin. Merci de votre attention. Ben, merci, Catherine. Ouf! C'est tout un cas. Oui! Comme on s'avait dit, un épisode corsé. Wow, jusqu'à 50 autres cas D'agression sexuelle. dont on n'a pas idée. En même temps, je pense que je comprends un peu qu'on hésite à réouvrir ces cas-là pour laisser les victimes en paix aussi. Puis si on peut pas leur dire la peine, à quoi ça sert? C'est ça. C'est vraiment... Puis tu sais, on sait à quel point c'est difficile de faire des procès pour les cas d'agression sexuelle. Là, on parle des agressions sexuelles qui se seraient déroulées dans les années 80. Ça fait excessivement longtemps. Ce serait difficile, même avec des preuves d'ADN, d'épingler ça sur William Fife. Dans la plupart des cas, il y aurait pas assez de preuves d'ADN ou ce serait probablement pas assez concluant pour qu'on puisse l'épingler sur lui. Fait que c'est vrai que ça brasserait beaucoup de schnout pour rien, ça ferait beaucoup de mal à beaucoup de personnes. Puis ces personnes-là, malheureusement, n'auront pas vraiment de réponse, mais on peut soupçonner que William Fife était responsable de ces agressions-là. Et on peut se consoler en disant qu'il est en prison. Oui. Avec et il va probablement mourir en prison. De sortir. Oui. Oui. Ou très peu de chances de sortir. Et on espère que ça reste comme ça. Absolument.
On est content de savoir que le système judiciaire canadien est franchement moins déficitaire que le système américain. Absolument, oui. Non seulement C'est très rassurant. On met moins de gens en prison, mais on les garde là. Ceux qui sont là. Oui, à part Karla Homolka, mais ça on en parlera une autre fois. Quoi que ça nous concerne moyennement. On peut en parler une autre fois, parce que moi, ça a un petit peu scrappé mon enfance, comme je t'en avais déjà parlé. Et je vous en parlerai, parce que maintenant, vous savez que je suis en partie ontarienne, et maintenant, vous m'aimez peut-être un peu moins. Désolée. On espère que non, voyons. C'est pour ça que je réagis un petit peu en anglais des fois. J'espère que vous m'en voulez J'ai pas trop. d'excuses. Ah, réagir en anglais. On écoute trop de choses en anglais. C'est juste pour ça. C'est nos réflexes. Voilà. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir écoutés, et on espère que vous prenez soin de vous. Prenez-vous un bon café et reposez-vous. Oui. Et sinon, si vous voulez nous faire des suggestions, nous poser des questions, nous donner vos théories ou juste interagir avec nous de façon générale, nous envoyer du café, vous nous écrivez à unpeudecrime@gmail.com, et sinon, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc sur Instagram, Un peu de crime dans ton café, sur Facebook, Un peu de crime dans ton café, et n'oubliez pas de liker nos beaux visuels sur lesquels on passe beaucoup de temps. Oui, absolument. Merci encore d'avoir été parmi nous, et revenez-nous pour un prochain épisode où on va pouvoir mettre un peu de crime dans votre café. Bye tout le monde! Bye bye!